Bonjour, ici Laurent. Je suis là pour vous parler du test de Like a Dragon Infinite Wealth. Donc vous connaissez probablement la série sous le nom de Yakuza en Occident. Elle a changé de nom, elle a été rebaptisée pour refléter un petit peu mieux le nom japonais qui est Ryuga Kotoku, qui est aussi le nom du studio. Sans rentrer trop dans les détails que vous pouvez retrouver dans mon test sur Consomag, il est vrai que ça se justifie aussi par le fait que les Yakuza sont devenus moins à la mode, on va dire, depuis un certain nombre de lois qui ont été passées au Japon, qui commencent à compliquer la vie tant des clans que des anciens membres des Yakuza. Et c'est justement un peu la thématique sous-jacente de ce volet, puisque vous reprenez le rôle de Ichiban Kasuga, qui était déjà le héros du précédent volet, qui avait opéré, donc, outre la transition du modèle Beat 'em All au modèle JRPG, il y avait aussi ce changement de héros. Donc auparavant c'était Kiryu, maintenant c'est Ichiban qui a pris le relais. Et donc, au début de l'aventure, pour vous faire un petit peu le pitch, vous êtes un peu un employé du pôle emploi local et vous devez simplement placer des gens. Et comme vous êtes un ancien Yakuza, vous essayez un petit peu de faciliter la vie de vos anciens comparses, puisque ça nous est présenté dans le jeu, mais j'ai vérifié, c'est bien exact. Vous avez ce qu'ils appellent dans le jeu la clause des 5 ans, qui vous empêche en fait de vivre comme un citoyen normal, qui vous empêche d'avoir un compte bancaire, qui vous empêche d'avoir un abonnement téléphonique, ce genre de choses. Et donc la réinsertion est particulièrement difficile, notamment quand on sait que vous êtes un peu ostracisé quand vous avez été un ancien Yakuza. Vous avez des marques physiques, que ce soit vos tatouages ou des phalanges en moins, parce que il est quand même très très rare d'avancer en âge et de conserver toutes ces phalanges. On doit se couper une phalange quand on est Yakuza, quand on enfreint le code d'honneur, et donc c'est un code qui est assez strict et qu'il est très difficile de suivre sans commettre la moindre bévue, et donc vous avez quand même une reconversion extrêmement compliquée. Alors si j'en crois un article que j'ai trouvé, on a aux alentours de 2% des anciens Yakuza qui arrivent à trouver un emploi après avoir quitté le milieu mafieux, en fait, ce qui est extrêmement faible. Et comme Ichiban, c'est un bon gars, faut le dire, il va aider ses anciens camarades à essayer de se réintégrer. Malheureusement, une bande de youtubeurs un petit peu justiciers, du moins c'est comme ça qu'on l'interprète au départ, va littéralement le piéger, et il va perdre son emploi. Alors Ichiban, il a une particularité, c'est qu'il est un petit peu naïf, il est aussi extrêmement gentil, bon, c'est vraiment la bonté incarnée, et dans ce monde un petit peu normal, en fait, on a vraiment l'impression que tout le monde se moque de lui, et c'est assez frustrant au départ. On ne va pas se mentir, la première heure, elle est un petit peu étrange quand on n'est pas familier de la série, mais quand on est familier de la série, on sait aussi que ça va vite partir un petit peu dans tous les sens, et c'est à ce moment-là où quand même on a quelque chose qui part complètement de travers, où ça devient extrêmement drôle et où le personnage donne vraiment le meilleur de lui-même, et fait vraiment des miracles dans tous les sens des termes, au point, même à la fin du jeu, d'avoir une figure presque christique. Et oui, ça part bien dans tous les sens assez rapidement, donc vous allez être envoyé, plus ou moins forcé, retrouver un proche à Hawaï qui s'est exilé là-bas. Vous allez partir là-bas, et vous allez vous rendre compte que vos amis ont perdu leur emploi un petit peu de votre faute, en tout cas vous le supposez, vous en tant qu'Ichiban, et vos amis du 7e volet vont vous rejoindre sur place à Hawaï. Ils ne seront pas les seuls, vous avez aussi
le fameux Kiryu, qui est le héros des 6 premiers épisodes, qui va revenir. Et autant vous dire que vous avez intérêt à avoir fait vos devoirs avant ça, parce que ça va devenir assez complexe. Alors, en effet, il va pas falloir seulement avoir fait Yakuza 7, qui est quand même le prérequis essentiel, puisque vous allez reprendre quasiment l'intégralité du roster de base. Tous vos anciens coéquipiers seront présents pour vous épauler. Mais en plus, vous allez avoir Kiryu, et donc faire au minimum du minimum Yakuza Kiwami pour savoir qui c'est, d'où il vient, ça me semble absolument nécessaire. Vous pouvez aussi faire, alors le nom est un petit peu accouché dehors, Like a Dragon, Gaiden, the Man who erased his name. J'ai eu du mal à le retrouver, mais il est faisable gratuitement entre guillemets sur le Game Pass si vous avez l'abonnement. Sinon, il doit être à 35, entre 30 et 50 euros, on peut le trouver. Voilà. Donc c'est fort heureusement un jeu beaucoup plus court que les autres, mais rien que le temps de faire vos devoirs de Yakuza Kiwami, Yakuza 7 et celui-là, il y en a bien pour 150 heures, donc bon courage avant de commencer ce Yakuza 8 si vous n'avez pas fait un petit peu la série auparavant. Et ça me semble d'autant plus nécessaire parce que, outre le 7 qui évidemment pose toutes les bases du nouveau héros et de ses amis, vous avez une part importante à partir du 8e chapitre qui est un petit peu refaire l'histoire de Kiryu. Et elle aura beaucoup moins d'impact si vous ne savez pas qui c'est en fait. Si les personnages principaux de la série iconique initiale vous sont inconnus, l'impact émotionnel sera beaucoup moins fort et vous allez même trouver beaucoup de longueur en fait à une part importante du jeu à partir de ce moment-là. Alors comme toujours dans les Yakuza, on a vraiment une critique de la société japonaise surtout, même si ça se passe maintenant à Hawaï. Ça reste une île où il y a beaucoup de touristes japonais, donc il y a beaucoup de gens qui parlent japonais aussi, probablement beaucoup moins que le jeu essaye de le faire croire, parce que là, même le petit Tibi de 5 ans qui a son stand à Limonade, il parle un japonais parfait, ce qui est assez peu crédible. Par contre, vous serez dépaysé par rapport au reste de la série tout en restant dans un univers relativement familier et c'est plutôt bien vu. Les thématiques abordées sont essentiellement centrées autour de l'écologie et on va dire l'acceptation globale que ce soit de soi, de sa famille, de son héritage, de ses forces, de ses faiblesses, mais aussi l'acceptation du passé, de la nécessité pendant un temps des Yakuza par l'État. Et ça se finit, ça va crescendo et vraiment la fin est vraiment touchante. Et c'est un vrai plaidoyer pour en fait une réintégration des Yakuza qui sont en voie de disparition. On n'aborde pas le sujet post-Yakuza, puisque si la criminalité organisée disparaît, c'est pour faire apparaître une criminalité désorganisée, et ça commence à poser des problèmes, même au Japon, qui est quand même un pays extrêmement sûr, puisque les Yakuza ont quand même un code de l'honneur, comme on l'a vu un petit peu avant, assez strict. Et si vous enlevez le code de l'honneur, ça fait des criminels sans foi ni loi, et ça pose actuellement un certain nombre de soucis, sans cautionner bien sûr le fait que les Yakuza, ça reste des criminels, donc même si il y a différents degrés dans ce qui est acceptable au niveau de la criminalité. Alors il gérait beaucoup les jeux d'argent par exemple, ce qui semble relativement acceptable par rapport à nos critères occidentaux où le jeu est plus libéralisé. Il gérait aussi la pornographie, puisque la pornographie, même les films porno sont censurés avec des mosaïques assez étranges au Japon. Et pour avoir de la pornographie non censurée, il fallait aller chez les Yakuza. C'était aussi un
complément de la police là où elle ne pouvait pas aller. C'est aussi historiquement comme ça que les mafias occidentales se sont construites, où on assurait une protection en l'échange de rémunération. Et évidemment, cette protection, entre guillemets, au bout d'un moment, c'est devenu, si tu payes pas, on détruit ton magasin. Même si ça reste des criminels et qu'évidemment toutes leurs activités ne sont pas grises. Il y en a qui sont franchement noires. La gestion de la prostitution, par exemple, ou des trafics de drogue. Alors comme vous le savez peut-être si vous êtes familier de la série, elle s'est construite quand même comme quelque chose de très cinématographique. Et là vraiment on ne déroge pas à la règle avec ce Yakuza 8. On a quand même quelque chose qui est très imprégné par les films de gangsters, les polars. Et c'est vraiment bien retranscrit, même si c'est pas à la hauteur des plus grands. Au niveau de la technique, par contre, je trouve ça un pas très au point. Le moteur commence à accuser son âge. On a des artefacts d'upscaling et d'anti-aliasing qui sont assez désagréables, surtout quand on voit la coupe du héros principal, Ichiban Kasuga, qui a vraiment une espèce de coupe afro, qui a eu un historique, vous le verrez dans le set. Qui quand même pose un certain nombre de problèmes au niveau des scintillements de l'image. Mais l'ambiance est très bien retranscrite, la direction artistique est vraiment très bonne. L'ambiance, surtout à Hawaï, est parfaitement palpable, retranscrite. C'est vraiment très intéressant. Au niveau sonore, c'est dans la droite lignée du précédent opus. C'est propre mais pas mémorable. Vous aurez le droit quand même à la possibilité de mettre des musiques que vous allez acheter. C'est essentiellement des vieux tubes de Sega. Il y a un podcast que j'ai pas trop écouté, je vous avoue. Alors, petite précision ici, quand je dis acheter, c'est avec de la monnaie in-game. Donc il n'y a pas de microtransactions là-dessus, même si on le verra, les microtransactions sont un peu violentes quand même sur ce jeu. Les doublages sont vraiment excellents par contre, donc on a ce côté un petit peu surjoué des acteurs asiatiques, mais ils incarnent vraiment bien leurs personnages et c'est vraiment du très bon tonneau. La spatialisation est très bonne aussi, même si c'est assez anecdotique vu le genre de jeu, parce que c'est pas ce qui vous fera entendre les pas dans votre dos, vous fera pas gagner quelque chose, mais c'est quand même toujours bon à prendre. Le framerate était stable sur Xbox Series X, sur la plateforme sur laquelle j'ai testé le jeu, donc c'est pas un foudre technique, mais c'est quand même très propre, voilà. Au niveau du gameplay, écoutez, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Donc comme mentionné antérieurement, c'était un JRPG. Ce qui signifie donc que vous allez choisir vos actions dans un menu et vos personnages vont les exécuter. Vous avez un certain nombre de capacités qui sont souvent élémentaires et il y a des faiblesses élémentaires chez vos ennemis que vous allez pouvoir exploiter en utilisant ces capacités spéciales. Alors évidemment, dit comme ça a l'air d'être oh là là, c'est de la magie, etc. Mais justement, ça reste ancré dans le réel et donc vous avez par exemple une attaque de feu, ce sera avaler de l'alcool, mettre de l'alcool dans sa bouche et la cracher devant un briquet pour faire une flamme et embraser son adversaire. Vous avez une attaque d'eau qui consistera par exemple à frapper avec un parapluie mouillé ou bien à nettoyer votre adversaire avec pour la profession de chauffeur de taxi avec un seau et une éponge. Donc oui, vous avez également, comme je viens de le dire, des jobs. Vous avez chauffeur de taxi, héros, danseuse, il y a même une femme de ménage. Vous avez plein de jobs variés. Un surfeur, desperado, c'est extrêmement varié. Vous pouvez changer un petit peu à n'importe quel moment en vous rendant dans une station, une cabine d'essayage. Vous n'avez plus à Pôle emploi comme dans le précédent volet pour changer de job. Ça se justifie ici parce que surfeur, par exemple, c'est pas vraiment un travail, quoi. Donc c'est une cabine d'essayage dans une agence de tourisme. Donc le système de combat est un petit peu enrichi par rapport au précédent, puisque vous allez pouvoir
vous déplacer dans une zone limitée, et ce qui vous permet de vous positionner correctement et de faire des strikes avec vos ennemis. C'est vraiment très très agréable, presque jouissif, hein. Les ennemis sont également très variés. Vous avez un peu les classiques du précédent épisode avec les pervers qui vont vous troubler en ouvrant leur impair par exemple. Vous avez les équivalents des ennemis type serpent, etc., qui sont ici des sans-abri, qui sont dans des sacs de couchage et qui vont vous attaquer avec des coups de boule géants. C'est plutôt bien vu. Vous avez beaucoup d'influenceurs, hein. C'est dans la thématique, une thématique centrale du jeu. Et vous allez pouvoir looter des objets, que ce soit de l'équipement pour améliorer votre tenue vestimentaire et qui améliore en même temps vos capacités à vous défendre, mais aussi des armes, mais aussi des métaux, différents types de métaux qui vont vous servir à améliorer vos armes. Et vous pouvez utiliser en fait n'importe quel métal, il n'y a pas de distinction là-dessus, c'est juste en fonction de la qualité du métal, vous allez pouvoir utiliser moins de quantité de métal pour faire passer votre arme à un niveau. C'est donc un système relativement simple, très simplifié par rapport à d'autres RPG, mais qui fonctionne. C'est peut-être là le petit bémol qu'on pourrait trouver au jeu, c'est qu'il manque parfois peut-être un petit peu de profondeur, mais dans le fond il est très très complet quand même, et même s'il reste en superficialité sur certains points, il en est pas moins très agréable à parcourir, et faire des combats n'est pas dérangeant, bien au contraire, même s'ils sont très très nombreux. Vous avez aussi la possibilité de passer des combats très faciles en appuyant sur une touche, ce qui permet, donc c'est L2 ou LT, sur Xbox, ce qui vous permet de gagner du temps sur des combats très faciles. Donc ils apparaissent en bleu, c'est des icônes qui apparaissent en bleu au-dessus des ennemis. Les ennemis de votre niveau sont en rouge, les ennemis qui sont au-dessus de votre niveau, ils sont en violet. N'allez pas trop attaquer les ennemis en violet parce que les niveaux ont du sens, hein, dans ce volet. Et clairement, quelques 3 niveaux en plus, ça fait déjà une très grosse différence et vous aurez bien du mal à vous en sortir avec des ennemis élites violets. C'est quasiment peine perdue, c'est quasiment la mort assurée, donc n'y allez pas. On peut peut-être aussi regretter ce découpage un petit peu artificiel qu'on peut avoir, où dans un même endroit vous allez aller un petit peu trop loin et vous allez passer d'une zone très facile à une zone très difficile, et si vous ne faites pas attention, vous pouvez tout simplement mourir très vite. Donc ça c'est bien à prendre en considération. Il y a aussi ce côté un petit peu fragmenté, dans le sens où plus les ennemis sont d'un niveau important, plus ils vous dropent de l'argent, et c'est aussi un niveau bien supérieur, ce qui est un petit peu artificiel, parce que quand vous allez attaquer des ennemis qui sont très semblables visiblement, vous allez gagner peut-être 16$ au début et 16 000$ à la fin, et ça permet en fait d'équilibrer les objets que vous achetez au marchand, afin les objets que vous trouverez au départ vous paraîtront extrêmement chers. Mais en fait, il y a une sorte de level scaling qui s'opère à ce niveau-là, qui est pas très très subtil, mais qui fonctionne au moins. Donc voilà, ça manque parfois un petit peu de subtilité au niveau du gameplay, mais rien de bien fâcheux, quoi. Un autre point extrêmement fort de la série, c'est les mini-jeux. Et là, vraiment, il y a de quoi faire. Vous avez les mini-jeux classiques, traditionnels, qui sont le mahjong, tous les jeux classiques, le karaoké, etc., que vous retrouvez toujours dans la série. Vous avez aussi les jeux d'arcade, donc des anciennes gloires de Sega, qui est l'éditeur du jeu. Ici, nous avons Virtua Fighter 3 TB, Sega Bass Fishing et Spike Out, qui sont présents. Et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que dans les dialogues entre personnages, vous avez toujours des petits commentaires vraiment très très en faveur de Sega, et c'est plutôt drôle. Vous avez des petits jeux
intégrés en fait à l'histoire. Vous avez par exemple, pour gagner un peu d'argent, un clone de Crazy Taxi qui consiste à livrer des pizzas, je crois qu'il s'appelle Crazy Delivery, quelque chose comme ça. Vous avez aussi deux gros maxi-jeux, vraiment des jeux majeurs, des mini-jeux majeurs. C'est principalement Pokémon. Donc vous avez déjà dans le set un système qui s'appelle les Sujimon. En fait, dans le set, ça consiste simplement à recréer un Pokédex en affrontant des ennemis. Et donc, vous complétez votre Pokédex avec les ennemis que vous rencontrez. Mais ici, vous avez vraiment la possibilité de capturer des ennemis, hein, qui sont des humains, mais qui fonctionnent exactement comme, qui sont traités exactement comme des Pokémon. Vous pouvez les faire combattre à votre place dans des arènes. Vous avez un tournoi comme ça avec 4 champions que vous devez abattre et plein de petits combats potentiels dans la rue en défiant des entraîneurs de Sujimon. C'est un Pokémon encore une fois simplifié, mais qui fonctionne extrêmement bien, qui est complètement surréaliste et assez drôle. Et l'autre second gros mini-jeu, c'est un Animal Crossing-like. Donc vous débarquez sur une île, vous avez pour ambition d'en faire un complexe 4 étoiles et d'attirer un maximum de monde là-dessus. Le problème, c'est que l'île, elle est en friche totalement. Elle a été colonisée par des criminels qui déposent des déchets. Vous allez tout devoir nettoyer, tout devoir reconstruire pour attirer des nouveaux gens. Là, je pense qu'on doit être le temps de faire le tour de ces deux mini-jeux, on doit être à 20 heures pièce. Hein, c'est des mini-jeux qui pourraient justifier un jeu complet. Et il y a encore tout un tas d'autres petites surprises, hein. Par exemple un clone de Pokémon Snap, tant qu'on y est, qui consiste à prendre en photo dans un tour en tramway des pervers qui sont à moitié dénudés. C'est assez décalé. Ça n'a pas été mon préféré, le Pokémon Snap, mais les deux autres sont vraiment excellents. Donc voilà pour un bref aperçu du jeu. Je vous le recommande évidemment très vivement. C'est vraiment un excellent jeu et il vous offrira, je pense, minimum 60 heures de jeu si vous ne faites pas trop les mini-jeux à côté et que vous allez un petit peu en ligne droite en faisant quand même un maximum de quêtes annexes. En tout cas celles qui sont secondaires. Là-dessus, elles sont drôles, bien vues, dans la lignée du précédent. Mais au négatif, il y a ce côté d'écriture assez algorithmique, dans le sens où on a un ressort comique pour les quêtes secondaires qui sera, on vous présente une situation complètement délirante. Kasuga va faire ce qu'on lui demande, il le fera très très bien, il va satisfaire tout le monde, et on va lui demander quelque chose d'encore plus délirant, et là il va s'enfuir en courant. Vous allez voir ce ressort comique très très souvent, et on s'en lasse un petit peu au bout d'un moment. De même, dans la quête principale, vous avez toujours cette même construction qui est Ichiban fait confiance aveuglément à n'importe qui dans la rue en fait, ce n'importe qui va lui faire n'importe quoi, il va l'arnaquer, et puis Ichiban Kasuga il va quand même être tout à fait adorable avec cette personne, et cette personne va devenir son amie. Je crois pas qu'il y ait de façon différente dans ce volet d'introduire de nouveaux personnages. Là encore, c'est un petit peu redondant et un petit peu dommage d'avoir suivi un schéma tout tracé aussi souvent, et on repère trop facilement le pattern. Autre point qui fâche, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les microtransactions. Alors il y a un point vraiment dérangeant, c'est qu'ils ont mis le New Game Plus en DLC. Ce qui est complètement délirant, hein, ça s'était encore jamais vu, sauf erreur de ma part. N'y allez pas. Je pense qu'il ne présente pas vraiment d'intérêt, l'édition standard suffit amplement. Donc, vous avez des boosts qui vous permettent de gagner aussi du temps au niveau de l'XP, etc., ce qui est assez classique.
mais pour le reste, des jobs supplémentaires, un donjon qui est très redondant par rapport aux donjons très standards qui sont en outre générés aléatoirement, c'est pas très intéressant, c'est pas la peine, vraiment. Mais au final, c'est quand même peu de choses par rapport aux qualités du jeu, et oui, foncez. Foncez, c'est probablement un des jeux de l'année, hein, donc ne le ratez pas.